Bon, bonjour à tous, merci Émilie pour le slogan, ça sonne bien. Alors, merci d'abord au Collège des gynécologues obstétriciens de m'avoir invité. Quand mon ami David m'a demandé de venir parler de douleur, j'ai tout de suite dit oui, sans lui demander, et c'était là l'erreur, l'intitulé de mon intervention. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur raconter? Et puis finalement, ce sont les patientes qu'on voit. C'est les patientes que moi je vois, en tout cas qu'on voit dans les CETD, c'est-à-dire que vous les avez vus, nos confrères urologues, gastro, rhumato, MPR les ont vus, et a priori rien d'anormal, et pourtant elles ont mal. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Alors je vous propose d'abord de replacer un petit peu les choses dans le contexte. La définition, vous la connaissez, hein, donc là, pour une fois, on est sur des douleurs qui durent depuis plus de 6 mois, parce que la plupart de nos douloureux chroniques, on met la barre à 3 mois, parfois à 2 mois pour certains. Là, on est sur 6 mois, pardon. Je suis allé un peu trop vite. Avec toutes les répercussions que ça peut avoir, hein, qu'elles soient sensorielles, émotionnelles, et puis qui vont envahir tout doucement le champ de vie de la patiente avec un impact sur sa relation avec son entourage personnel, social, professionnel, etc. Donc ça, vous connaissez bien. Vous savez que c'est un problème qui est loin d'être négligeable, puisque selon les études, on a quand même des chiffres qui se superposent à peu près, mais c'est quand même quelque chose qui est à l'origine d'un grand nombre de consultations, d'interventions à visée diagnostique ou thérapeutique, pour au final arriver pas loin à 2/3 de patientes pour lesquelles on ne va pas retrouver d'étiologie. Donc ça va nous poser problème, puisqu'il va y avoir à la fois toujours ce doute sur l'étiologie à côté duquel on serait passé, et puis sur la prise en charge. Alors, pour rappel, les douloureux chroniques, et on retrouve un petit peu ça pour l'ensemble de nos douloureux chroniques, quelle que soit la pathologie qui est à l'origine de ces douleurs chroniques, on retrouve peu ou prou, pour certains patients en tout cas, la plupart de ces items que vous allez retrouver. Donc, dans les facteurs prédisposants, évidemment, des antécédents, maltraitance, traumatisme, de douleurs intenses ou déjà prolongées pour d'autres pathologies, d'un contexte socio-familial qui est défavorisé, et puis un profil psychologique. Ça, c'est quand on le cherche, on le trouve. Et pour rappel, on ne cherche que ce qu'on connaît, et c'est comme ça qu'on va le trouver. Donc on va voir tout à l'heure dans la prise en charge que c'est important de rechercher ces facteurs-là. Puis il y a les facteurs déclenchants. Là, évidemment, la façon dont c'est survenu, dans quel contexte, il va falloir le rechercher à l'interrogatoire. Est-ce que c'était dans un contexte de conflit, de surmenage, de stress, d'agression dans lesquelles on va pouvoir compter aussi les interventions chirurgicales, hein, malheureusement. En sachant que ça va avoir son importance, comme on va le voir, parce que c'est là-dessus que je vais développer mon hypothèse, c'est que ce contexte-là va favoriser ensuite la pérennisation de la douleur par le biais d'un phénomène de sensibilisation. Et puis on retrouve aussi les facteurs d'entretien. Donc nous on dit que les douloureux chroniques, ce sont des patients chez lesquels ces mécanismes modulateurs de la douleur n'ont pas été efficients. On a des mécanismes endogènes qui vont diminuer la douleur, qui peuvent aussi l'augmenter, et provoquer des hyperalgésies. Donc tous ces mécanismes-là sont probablement déficients chez les patients qui présentent des douleurs chroniques. Et puis il y a les erreurs que présentent les patients. On connaît tous, maintenant je vais changer de sujet, mais le patient lombalgique qui, quand ça se chronicise, pour certains vont devenir complètement déconditionnés à l'effort parce qu'ils vont faire une phobie du mouvement, hein, ils vont avoir une kinésiophobie, alors que d'autres, à peine sortis d'une intervention sur leur hernie discale, vont remonter sur la moto, sur le cheval, et retomber, se refaire mal. Et là, je vous cite des exemples de mon entourage. Donc les erreurs cognitives sont fréquentes et elles sont également à rechercher chez nos patients. Et puis, notre part à nous, hein, la iatrogénie. Donc si pour un long moment, les centres de la douleur ont un peu promu l'usage de la morphine, surtout en douleur aiguë, nous, en ce moment, pour les patients douloureux chroniques, on est plutôt en train de faire la marche arrière, puisque au moins une fois par semaine, j'ai un patient qui vient chez moi pour sevrage de morphinique. Donc on est aussi iatrogène par des médicaments antalgiques. Dans le discours des patients, on va retrouver des points communs. Hein, ça, c'est un grand classique aussi, avec une histoire longue, une douleur qui finalement n'a fait que s'aggraver dans le temps, même si la lésion n'a pas évolué. C'est toujours lorsque la lésion est identifiée. La même chose, la même pathologie, elle est stable, mais pourtant la douleur s'aggrave. Et le patient va lui attribuer une cause. Ça, c'est une des erreurs cognitives. Il va l'attribuer à ce qui s'est passé à ce moment-là. Même si à l'interrogatoire, on peut retrouver que les symptômes avaient déjà démarré avant, mais c'est depuis cette opération, c'est depuis cette agression, depuis cet accident,
que j'ai ces symptômes. Avec en commun chez beaucoup de patients le souhait de redevenir comme avant. Ça, en général, c'est la première chose qu'on me dit en arrivant chez moi. J'ai déjà vu tous les spécialistes, j'ai tout essayé, rien n'a marché. Donc j'attends de vous un miracle, et le miracle, ça va être de redevenir comme avant. Vous êtes mon dernier recours. Donc là, j'ai tout de suite vient la pression. Je pense que vous avez aussi des patients comme ça. Hein. Mais ça, il ne faut pas que ça vous mette la pression, parce qu'en fait, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on va pouvoir entendre et puis accompagner ces patients. Évidemment, la négation de tous les facteurs psychologiques, ça, il ne faut surtout pas leur en parler, en tout cas pas au début. Ce n'est pas la première chose à aborder, puisqu'on leur a déjà dit plusieurs fois, c'est dans la tête. Allez donc voir un psychiatre, hein, puisque tous les examens sont normaux, c'est probablement psychologique. Il y a peut-être du vrai, mais ce n'est pas comme ça qu'il va falloir l'amener. En tout cas, on n'y arrive pas. Et puis les bénéfices primaires, secondaires sont toujours niés, évidemment, par le patient. On va en tenir compte et éventuellement en parler avec lui par la suite. Alors, qu'est-ce qu'un bilan normal? Un bilan normal pour nos patients, là, en l'occurrence pour nos patientes qui ont des douleurs pelviennes chroniques, ça suppose quand même qu'on a éliminé tout le reste. Donc, encore une fois, hein, on ne trouve que ce qu'on cherche et on ne cherche que ce qu'on connaît. Donc, vous avez en tête toutes ces pathologies-là, mais il faut les avoir éliminées pour qu'on puisse ensuite parler de douleurs pelviennes chroniques à bilan normal. Hein. Alors, nous, on va mettre ces douleurs-là dans une nouvelle catégorie de douleurs qu'on va appeler les douleurs dysfonctionnelles. Donc, vous savez, hein, nous, aux étudiants en médecine, on leur explique, alors il y a les douleurs par excès de nociception, il y a les douleurs neuropathiques, les douleurs psychogènes, etc. Donc, on a dans nos classifications maintenant un nouveau type de douleur qu'on va appeler douleurs dysfonctionnelles et pour lesquelles on va retrouver plusieurs pathologies que l'on retrouve en gynécologie, comme la cystite interstitielle, la colopathie fonctionnelle, qui vont être souvent intriquées avec les douleurs pelvipérinéales, et puis des céphalées de tension, des tableaux de fibromyalgie, entre guillemets, en sachant que nous, dans notre jargon, on va utiliser les termes de symptômes polymorphes, et on met le terme de l'organe suivi de dynie devant. Alors nous, on voit des stomatodynies, des glossodynies, vous voyez des vulvodynies. Bon, on va mettre tout ça dans les douleurs fonctionnelles ou dysfonctionnelles, ou syndromes médicalement inexpliqués. Alors, ils ont probablement quelque chose en commun, tous ces syndromes. Parce que, comme on l'a vu, la plupart de ces patientes en ont plusieurs à la fois. Quand on cherche bien, on va retrouver, et les statistiques le montrent, hein, chez les patientes qui ont par exemple des dysménorrhées primaires, on va retrouver, pour un certain pourcentage, ça peut aller jusqu'à 30%, d'autres syndromes dysfonctionnels de la même région, ça peut être un syndrome urétral, mais ça en peut être d'autres. Et en fait, vous voyez là l'intrication sur le schéma de gauche de toutes ces pathologies, hein, cystite interstitielle, côlon irritable, céphalée de tension. Statistiquement, on retrouve tout ça et par exemple dans le syndrome fibromyalgique, hein, donc ces patients qui ont un syndrome douloureux diffus chronique que nous rencontrons tous les jours en consultation, on a souvent des douleurs pelviennes chroniques qui sont associées à ce syndrome. D'où l'hypothèse, ça fait un peu plus d'une dizaine d'années maintenant, qui a été émise, d'un noyau commun à toutes ces patientes qui serait une sensibilisation centrale. Donc ça, on l'a observé parce qu'en fait, chez nos patientes, c'est ce qu'on voit dans le tableau de gauche, on se rend bien compte qu'en fait, chez ces patientes qui ont des douleurs chroniques qui peuvent être focalisées sur un endroit, on va quand même retrouver dans la même zone et à distance une diminution des seuils de la sensibilité, en particulier une diminution des seuils nociceptifs, donc on va avoir une hyperalgésie. Il faut quand même trouver quelque chose pour expliquer ça. La sensibilisation centrale, c'est probablement ce qui va nous permettre de comprendre l'intrication de tous ces syndromes et puis la baisse de seuil nociceptif que l'on retrouve à distance de la région qui est à l'origine de ces douleurs. Du coup, ces théories-là, maintenant, on commence un petit peu à les expliquer. Donc, prenons l'exemple d'une circonstance où nous avons un traumatisme physique, une infection, une lésion tissulaire, somatique, réelle hein, pour le coup, qui va survenir chez quelqu'un qui a un terrain que l'on va dire prédisposé, avec une prédisposition génétique, peut-être les mécanismes de compensation qui sont défaillants, ou d'autres mécanismes. Et que tout ça, ça survienne chez quelqu'un qui a des antécédents de traumatisme, qui a déjà été fragilisé. On va avoir des répercussions, et qui vont interagir entre elles, sur, on l'a vu, les seuils de sensibilité, mais aussi surtout l'environnement immunitaire et endocrinien au niveau du système nerveux. Et c'est ça qui va aboutir à une sensibilisation du système nerveux central. On l'observe de façon expérimentale
chez l'animal, et on l'a observé chez l'homme avec notamment l'imagerie fonctionnelle, lorsqu'un organe va être la source d'un stimulus nociceptif soutenu et intense, ce stimulus qui, je vous rappelle, on va rapidement faire un peu de neurophysio, arrive au niveau de la corne dorsale de la moelle épinière où surviennent déjà des mécanismes de modulation, s'ils sont efficaces. Le relais se fait au niveau de cette corne dorsale pour un deuxième neurone qui va monter jusqu'au niveau de l'hypothalamus, qui va mettre des branches au niveau du tronc cérébral, d'où partent des faisceaux descendants qui, eux, vont inhiber la douleur. S'ils sont défaillants, la douleur va être moins inhibée. Et puis tout ça, ça va être évidemment sous le contrôle et l'interaction de zones corticales qui vont interagir avec les émotions, l'anxiété, l'anticipation, la mémoire, qui fait que la douleur est un phénomène subjectif associé à tout un cortège de zones cérébrales qui sont activées au moindre stimulus douloureux et qui vont être de plus en plus sensibles lorsque le stimulus se prolonge ou est intense. En plus, comble de malheur, nos neurones nociceptifs sont capables, par un réflexe d'Axone, de venir inonder de substances P et de CGRP, qui sont des neurotransmetteurs de la douleur, les organes avoisinants, qui sont sains, et qui expliqueraient, et on le retrouve quand on fait des biopsies ou des dosages au niveau de vessie chez des patientes qui ont une endométriose ou au niveau d'un côlon qui est irritable, on fait des prélèvements et on retrouve ces substances P et CGRP qui sont sécrétées par des nocicepteurs qui sont stimulés sur une autre zone. Et puis on a ce phénomène de convergence des informations qui arrive au niveau de la corne dorsale, qui fait que nous avons une proportion de neurones spinaux qui sont dits convergents. C'est-à-dire que le stimulus, qu'il vienne de l'utérus, qu'il vienne de la vessie, qu'il vienne du côlon, il va de toute façon projeter sur un même nocicepteur spinal qui va envoyer la même information au niveau cérébral. Donc vous imaginez, si ce phénomène se prolonge, pour le patient, c'est toute la zone qui va devenir sensible, douloureuse et dysfonctionnelle. Bon, désolé pour cette parenthèse neurophysiologique. Et donc nos collègues de Nantes ont proposé cet outil qui pourrait peut-être à l'avenir être utile. On ne l'a pas encore mis en œuvre, c'est tout récent, qui est ce questionnaire qui nous permettrait d'évoquer ce phénomène de sensibilisation centrale, où vous voyez que finalement, on va retrouver toutes les sphères, digestives, urinaires, sexuelles, muqueuses, musculaires, cutanées, etc., et pour lesquelles on va retrouver des douleurs inhabituelles, des douleurs influencées par chacune du fonctionnement de ces parties-là. En plus de l'allodynie, vous vous souvenez, l'allodynie, c'est une douleur qui est provoquée par un stimulus non douloureux. Donc tout ça, c'est en faveur d'une sensibilisation centrale. Alors ce sont des termes qui nous font un petit peu évoquer les douleurs neuropathiques. Pour rappel, là, pour le coup, ce ne sont pas des douleurs considérées comme neuropathiques, puisque les douleurs neuropathiques ont comme définition des douleurs secondaires à une lésion ou une maladie qui affecte le système somatosensoriel. Donc quelque chose qui est identifié comme étant agressif pour le système somatosensoriel. Là, on est sur du dysfonctionnement. Autrefois, les douleurs neuropathiques étaient aussi considérées comme les douleurs dysfonctionnelles. Ça a changé. On les met maintenant à part, même si au final, vous allez voir que nos traitements sont quand même finalement les mêmes. Donc pourquoi pas utiliser cet outil ou quand on fait le compte, un point pour chaque case cochée, chaque croix, et à partir de 5 sur 10, on est dans une situation de sensibilisation pelvienne qui pourrait, chez nos patientes qui ont un bilan étiologique normal, nous expliquer, et qui nous permettront aussi d'expliquer à la patiente pourquoi elle a cette douleur et pourquoi non, ce ne sont pas des douleurs imaginaires ou dans la tête. Alors ça c'est bien beau, mais alors qu'est-ce qu'on va faire ? Alors la première chose à faire évidemment, c'est toujours croire le patient, même si la plainte paraît disproportionnée par rapport à la lésion tissulaire originale. Ça, ce sont des règles de base, ça c'est ce qu'on fait pour tous nos patients douloureux chroniques, mais ça s'applique aussi à nos patientes qui ont des douleurs pelvipérinéales. Et évidemment, on va revoir toute l'histoire de la douleur, chaque consultation, et l'occasion de refaire une anamnèse et un examen clinique complet. On va voir, c'est très important, pour moi ça fait partie déjà de la thérapeutique. Je ne me pose pas du tout en redresseur des torts pour essayer de retrouver le diagnostic à côté duquel pourraient être passés mes collègues auparavant. Ça, j'y crois pas, ça peut arriver à tout le monde, mais c'est plutôt parce que ça va avoir un impact majeur sur la patiente. Évidemment, dans le discours, on va très rapidement intégrer tout ce qui est biopsychosocial, comme on dit maintenant dans la douleur chronique, en évaluant tout ça. Et puis, évidemment, à ce patient qui nous demande, ou cette patiente qui nous demande à redevenir comme avant, à pouvoir avoir les mêmes activités qu'avant, on va bien évidemment rectifier le tir et lui dire qu'en fait, on va fixer des objectifs progressifs, réalistes et par palier. Et puis, le partenariat avec le médecin traitant, fondamental. Je n'hésite pas à décrocher mon téléphone pour lui demander qu'est-ce qu'il en pense. Et ce que je propose à la patiente,
qui me demande absolument le traitement miracle que je ne vais pas lui donner. Donc c'est la relation thérapeutique qui, à mon avis, fait déjà énormément, qui fait qu'on va gagner la confiance de la patiente. Et comme dit, si je fais un interrogatoire complet et un examen physique, c'est parce que ça va permettre d'instaurer un climat de confiance. Ça m'est arrivé assez souvent, et à vous aussi, je pense, que la patiente me dit « Ah bah tiens, c'est la première fois qu'on m'examine. Le grand spécialiste, il a regardé mon dossier, il m'a dit « Je ne peux rien faire pour vous », ce qui était sûrement vrai, mais en reprenant tout l'examen, en examinant la patiente, on instaure quand même un climat qui est différent. Donc évidemment, on ne va pas juger ni contester la légitimité de la plainte, même si ça nous semble des fois bien exagéré. On fait des entretiens plutôt semi-dirigés, nous, c'est-à-dire qu'on laisse s'exprimer la patiente, parce qu'il va y avoir des éléments très importants qui vont être amenés spontanément, mais on ne peut pas laisser complètement l'entretien libre, parce que sinon il y en a pour 2-3 heures. Véridique, ça m'est déjà arrivé, à mes débuts, je me suis fait piéger. 2 heures pour un interrogatoire, c'est un peu trop long. Si on est au clair avec ça, si ce n'est pas la première consulte, ce sera la suivante, aborder la composante psychologique. Demander au patient quel va être l'impact, quelles étaient les circonstances dans lesquelles sont survenus les premiers symptômes, et est-ce qu'elle a déjà vécu un traumatisme, une agression. C'est assez simple à poser si on le pose tout naturellement. Et puis on va demander au patient, moi je pose très souvent aux patients cette question, qu'est-ce que vous attendez de cette consultation? Alors évidemment, mon premier réflexe, mais souvent, c'est, je vous l'ai dit, je voudrais être guéri, je voudrais sortir de là et être comme avant, et ça me permet de rebondir là-dessus. Ou je leur demande, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Pourquoi vous pensez que vous avez ces symptômes depuis ce moment-là? Et donc ça nous permet aussi des fois de démonter ce lien de causalité que le patient avait fait avec un événement. C'est après ce vaccin que j'ai ça, c'est après cette chirurgie que j'ai eu ça, c'est après cette agression que j'ai eu ça. Et finalement, les symptômes étaient déjà là avant. Ça nous permet de rebondir là-dessus et d'expliquer ça aux patients. Alors, je vous propose un petit arbre décisionnel très simple. Évidemment, après un examen et un interrogatoire complet, éventuellement des examens complémentaires si ça n'a pas été fait, le recours à des avis s'ils n'ont pas été déjà donnés. Une fois que le diagnostic de douleur pelvienne chronique sans étiologie a été posé, moi je vous propose, et c'est ce que je fais avec les patientes, je leur explique, vous utilisez les termes que vous voulez, mais les phénomènes de sensibilisation de façon simple, les phénomènes de mémoire de la douleur, ça tout le monde l'a entendu et ils peuvent l'entendre. Et que du coup, on va jouer là-dessus et puis on va essayer de diminuer l'impact de la douleur, on va essayer de diminuer le ressenti de la douleur, on va essayer de jouer sur le vécu de la douleur. Vous voyez bien, par exemple, que quand vous êtes concentré, vous-même vous me l'avez dit, quand vous êtes en train de faire de la musique, en train de faire de la peinture, quand vous êtes absorbé par ce que vous êtes en train de faire, vous ressentez un peu moins les douleurs. Ça explique un peu ces phénomènes de mémorisation, de perception douloureuse, et on va travailler là-dessus. Et ça va me permettre d'introduire des thérapies non médicamenteuses. Ça, pour moi, c'est la première intention. Pour une douleur pelvienne chronique sans étiologie, moi, je vous propose ça, de démarrer par une thérapie non médicamenteuse qui peut être aussi bien physique que psychologique, ou les deux. Et très souvent, les thérapies physiques, il va y avoir un relationnel avec la personne qui va faire la kiné, la rééducation, les massages, l'ostéopathie. Il y a aussi une relation qui va être thérapeutique avec ses collègues, mais ça peut aussi être en fonction, on va voir, et c'est ce que je vais appeler le traitement individualisé, une prise en charge plutôt à visée cognitive et comportementale, relaxation, sophrologie, méditation, hypnose, qui pour moi sont des moyens différents d'arriver à peu près à un même objectif, en utilisant probablement quand même les mêmes mécanismes cérébraux. Mais là, ça n'avance que moi. Donc on réévalue le patient. La patiente, il va falloir la revoir. Après la première consulte, on lui propose des thérapies non médicamenteuses. On la revoit, même si on n'est pas parti sur une série de consultations fréquentes, un nombre important et très longtemps, mais il faut quand même la revoir un petit peu pour rediscuter, asseoir certaines choses ou laisser des fois amener des éléments qui n'avaient pas été amenés lors de la première consultation. Et puis on réévalue. Et là, on peut discuter éventuellement de traitements complémentaires. Alors, quand je dis complémentaires, c'est-à-dire qu'ils vont être individualisés en plus de thérapies médicamenteuses. On va aller plus loin. Alors, ça peut être dans la même thérapie médicamenteuse, non médicamenteuse, si on est parti sur une prise en charge psychologique, parce que très clairement, vous l'avez senti, on l'identifie quand même très vite. Dès la première consultation, on a quand même plein de drapeaux rouges qui se lèvent quand il y a un terrain, une fragilité psychologique derrière. Et là, à voir qu'est-ce qui va être le plus adapté à la patiente. Qu'est-ce qu'elle va accepter?
Il y a des patients qui ne veulent pas entendre parler d'hypnose, mais si on leur parle de relaxation ou de méditation, là, ils acceptent. Donc, à voir qu'est-ce qui va être le plus adapté, ou si franchement, on pense qu'il faut un avis psychiatrique, on demande à la patiente si elle est d'accord de rencontrer un psychiatre juste pour un entretien, une évaluation, et après on la revoit. On n'est pas parti pour une psychanalyse qui va durer 20 ans. Si la patiente présente des troubles sensitifs, cette allodynie, d'autres choses qui vous font quand même évoquer une sensibilisation avec une composante organique à l'origine, pourquoi pas, si la douleur est sévère, s'il y a des troubles du sommeil, si on a vraiment un impact de la douleur, pourquoi pas des médicaments? Alors là, vous voyez qu'on retrouve finalement ces médicaments que nous utilisons, ces molécules, dans les douleurs neuropathiques. Pour faire très simple, prégabaline ou gabapentine, qui sont les gabapentinoïdes qu'on utilise pour les douleurs neuropathiques, en première intention, ou l'amitriptyline, donc le laroxyl ou la duloxétine, le Cymbalta, qui sont des antidépresseurs qu'on va prescrire aux patients en le prévenant que, ça va peut-être améliorer sa qualité de vie, sa qualité de sommeil et peut-être le niveau de sensibilisation. On leur explique que ce sont des médicaments, certes, antiépileptiques ou antidépresseurs, et ce n'est pas parce que vous êtes déprimé et que vous avez pleuré pendant la première consultation que je vous prescris ça, mais parce que ça va avoir un effet sur cette hypersensibilisation. Donc moi, je les présente comme des anti-hyperalgésiants, ce qui n'est pas faux pour les gabapentinoïdes, qui sont aussi utilisés comme tels. Et puis pour les patientes chez lesquelles il y a la nécessité d'une prise en charge plus physique, pluridisciplinaire, parce qu'il va y avoir un impact au niveau du travail ou d'un handicap plus général, on fait une réhabilitation multidisciplinaire avec les collègues de médecine physique et réadaptation. Alors, ça, je ne l'ai pas inventé. Ça, je l'ai piqué et modifié à ce que nous propose le Collège européen de rhumatologie pour la prise en charge des patients fibromyalgiques. Mais très honnêtement, c'est ce qu'on nous applique pour l'ensemble des patients qui ont des douleurs chroniques dans lesquelles on a un contexte d'hypersensibilisation. Je pense que ça peut très bien s'appliquer aussi. D'ailleurs, je me souviens quand j'ai débuté la douleur, je suis tombé dans la douleur, si j'ose dire, par le biais de la gynéco-obstétrique. Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le professeur Dellenbach, à un moment, avait fait un article sur si les douleurs pelviennes chroniques étaient une fibromyalgie localisée. Sur le moment, j'ai dit, ah non, quand même, la fibromyalgie, par définition, c'est diffus. Finalement, je pense qu'il avait raison. Je pense qu'on est quand même sur un même registre. Donc, ces syndromes médicalement inexpliqués ou ces symptômes, lorsqu'ils sont isolés, vous l'avez compris, on n'a pas beaucoup plus d'armes que vous, on est tout aussi démunis, mais on a en tête un petit peu tout ce que je viens de vous présenter, en sachant que je pense que le plus important, et vous l'avez compris, c'est la relation médecin-malade. Donc si c'est quelque chose qui nous embête, nous, qui vous embête vous, on n'est pas les seuls, les internistes aussi, et je crois que tous nos collègues de toutes les disciplines ont également leur syndrome inexpliqué, avec lesquels ils ont bien du mal. Voilà, j'en ai terminé, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup. Moi, je trouvais ça très intéressant. Après, dans quel cas, nous, gynécologues, on doit adresser au centre de la douleur? Parce que des patientes comme ça, on en a beaucoup. Vous êtes surbookés, pas que pour les douleurs pelviennes chroniques. Donc, on a du mal à avoir des rendez-vous. Donc, il faut que nous, on trie un petit peu, je pense. Mais dans quel cas il faut adresser les patientes? Alors, ça, c'est une très bonne question, et comme tu l'as très bien dit, mes rendez-vous, maintenant, ils sont en novembre. C'est dur à entendre pour le patient qui va prendre rendez-vous ou que vous nous avez adressé. Évidemment, du coup, il va se présenter comme étant une urgence, et ça va être très difficile pour moi de lui expliquer qu'en fait, les patients que nous prenons en urgence, ça va être les patients qui ont, par exemple, des cancers, pour lesquels il va falloir qu'on intervienne très vite, parce que dans mes délais de rendez-vous, ils seront peut-être plus là. Néanmoins, pour le patient, pour chaque patient douloureux, c'est une urgence ressentie pour lui. Donc, évidemment, c'est difficile. Donc, moi, je pense que si vous pensez qu'il y a effectivement une indication à introduire un traitement et que vous n'êtes pas à l'aise avec ces traitements médicamenteux, je pense qu'à ce moment-là, il faudra quand même le glisser au patient, que vous envisagez effectivement
peut-être de recourir à d'autres traitements, que pour ça, vous allez recourir à un avis auprès des médecins de la douleur, sauf si vous êtes à l'aise avec ces médicaments-là, hein, auquel cas, vous pouvez tout prendre en charge. Mais je pense que le plus important, c'est quand même, d'abord, vous, peut-être de vous lancer là-dedans, c'est-à-dire de voir et revoir le patient, d'essayer ce que vous avez à votre disposition, parce que je sais que dans la plupart des institutions, nous avons hein, dans nos services de gynéco-obstétrique des acupuncteurs, de la relaxation, de la méditation ou autre. Et effectivement, après avoir revu le patient, l'avoir réévalué, si on est toujours dans le même cadre, que c'est figé, que ça n'a pas bougé, et que ben, vous pensez que un tiers va permettre peut-être de débloquer la situation ou d'introduire des traitements plus spécifiques, là, ce serait le bon moment. Ah, idéalement, ce serait que mes délais soient courts, auquel cas, je t'aurais dit, bah, tu me les envoies très rapidement. C'est une très bonne question. C'est la question que je redoute à chaque fois que je passe quelque part. Hein. Voilà, comme ça, c'est fait. J'ai juste une question pratique. Donc, il y a effectivement le service de la douleur pelvienne qui est au CMCO, dans le cas de l'endométriose notamment. Mais moi, je suis en ville. Et en fait, est-ce qu'il existe un réseau où tu parlais de la méditation, de la relaxation, de l'hypnose avec un impact réel au niveau cérébral et donc des seuils de douleur. Oui. Et moi, je suis aussi, enfin, je pense pareil, quoi. Mais par contre, j'ai pas beaucoup de réseaux, de correspondants chez qui je pourrais adresser pour faire de la méditation pleine conscience ou des choses comme ça. Ou alors je regarde un peu sur les pages jaunes et je vois des sortes de centres un petit peu trop ésotériques à mon goût pour me permettre de les envoyer là-bas. Très, très bonne question. Alors en fait, ça c'est un peu un de mes objectifs. Hein, et puis aux US, on a une association hein, pour les thérapies complémentaires. Donc on est en train de travailler à ça justement et à se faire une sorte de petit annuaire ou un petit registre des intervenants avec lesquels nous travaillons. Je suis d'accord, c'est un domaine où il faut faire très attention. C'est devenu un business extrêmement florissant. Moi, je vois mes patients, ils prennent ça de plein fouet. Hein. J'ai des patients qui ont dépensé des fortunes, j'ai des patients qui sont tombés dans des dérives sectaires. J'en vois toutes les semaines des patients qui sont tombés là-dedans. Donc, il faut faire très attention. Mais je pense qu'effectivement, moi, dès que j'aurai avancé là-dedans, j'espère communiquer, j'espère aussi interagir encore peut-être plus avec vous pour les douleurs pelviennes chroniques, hein, puisque on a des projets communs ensemble, et puis il y a cette unité au CMCO, effectivement. Donc on va avancer là-dessus. Après, je pense que c'est peut-être le collège qui va communiquer et qui fera l'interface entre ce qu'on peut proposer et vous. J'ai deux petites questions. Je pensais que la mémoire de la douleur, ça n'existait pas vraiment, en fait. J'avais entendu que finalement, on n'avait pas de véritable mémoire de la douleur. Alors, oui, pardon. Et en deuxième question, c'était sur la fibromyalgie. Alors, j'ai un petit souci d'être convaincue de cette pathologie. Et justement, et à l'inverse, une fois qu'on a mis ce mot-là sur les patientes qu'on dit atteintes de fibromyalgie, elles s'emparent de ce diagnostic qu'elles emmènent en fait partout. Oui. Et j'ai plus l'impression qu'on les enterre, enfin qu'on leur enfonce la tête dans l'eau, plutôt qu'on les aide à s'en sortir. Voilà. Alors merci pour ces remarques très pertinentes. C'est très rare que je me serve et que je pose le diagnostic. Hein. Moi, je m'en sers parfois du nom de ce syndrome pour aider la patiente. Parce que des fois, ça apaise quand même de mettre un nom sur quelque chose, mais avec beaucoup de prudence. Et en général, il m'arrive même de l'enlever, ce diagnostic. Hein. J'ai des patientes qui viennent d'ailleurs pour valider. On m'a dit que j'avais une fibromyalgie, j'aimerais savoir si c'est vrai. Et moi, si j'ai vraiment pas tout le tableau, et là, je vous propose de me réinviter l'année prochaine, je viendrai vous présenter le tableau fibromyalgique. Si j'ai pas tout le tableau, c'est pas une fibromyalgie. Et je leur explique, voilà, vous avez eu ce problème-là, vous avez ces rachis, vous avez cette endométriose, ça vous a sensibilisé, et maintenant vous êtes devenu hypersensible, votre système nerveux réagit de façon anormalement intense, c'est pour ça que vous êtes douloureuse, mais vous n'êtes pas fibromyalgie. Alors, je suis d'accord, beaucoup de prudence, c'est pas un bon terme, on pourra en discuter longtemps, hein. On a vraiment beaucoup de progrès à faire de ce côté-là. Alors, la mémoire de la douleur, c'est un terme un peu générique, hein, ça ne veut pas dire grand-chose. Je m'en sers pour expliquer aux patientes, pour que ça leur passe, pour faire passer un message. Mais tout stimulus douloureux laisse une trace. Ça, par contre, on le sait. Hein. On le voit dans la sensibilisation. Donc,
Si tu veux, au niveau synaptique, au niveau fonctionnel, on voit très bien que les patients qui ont eu des douleurs d'une certaine région, sur ce circuit-là, depuis la corne dorsale de la moelle épinière jusqu'au niveau cérébral, tout est disproportionné à l'imagerie, au fonctionnement, etc. Donc, quelque part, on a quand même une trace mnésique des stimulus douloureux antérieurs. Et chez les nouveau-nés, chez les tout-petits, on le montre chez l'animal, hein, les stimulations douloureuses, aussi bien que les stimulations stressantes, sans douleur physique, vont entraîner un abaissement du seuil de la douleur par la suite. Donc il y a une équipe à Strasbourg qui a fait une expérience, hein, je prends quelques secondes pour parler de ça, où elle sépare les petits rats de leur maman une demi-heure par jour. Vous faites ça sur une petite période, puis vous le remettez normalement. Plus tard, à l'âge adulte, ce rat n'aura pas la même sensibilité que ses frères et sœurs. Il sera beaucoup plus sensible et il fera plein de symptômes, enfin, de comportements évoquant des symptômes douloureux. Oui, alors donc moi je voulais vraiment vous féliciter de votre topo, parce que je nage dans le bonheur avec votre topo. En fait, dans le diplôme dont je parlais tout à l'heure, Jean-Jacques Labat, de l'équipe de Nantes que vous avez cité, intervient sous le titre « Conséquences pelvio-périnéales du syndrome de stress post-traumatique ». Et oui, la question de Catherine vient se mettre là, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'inscrit dans le corps des patientes. Et lui, dans son cours en tout cas, il dit que la prévalence des antécédents de violences sexuelles chez la consultante en gynécologie pour douleurs pelviennes chroniques fonctionnelles est de 50 à 65% versus 20 à 25% pour les autres consultantes. Donc c'est exactement ce que vous dites depuis le début, et vraiment, je vous dis, je nage dans le bonheur avec votre topo, quoi. C'est que du bonheur. Merci. Merci. Eric, une question. À partir de quand tu proposes éventuellement des actions plus invasives, des tests d'infiltration, dans le cadre de douleurs comme ça? Alors là, quand tu parles des blocs, il faut quand même qu'on ait déjà un petit quelque chose. On n'est plus à bilan étiologique normal, hein. Si on a une suspicion, ne serait-ce que de névralgie pudendale, enfin vous connaissez tous ces tableaux, les blocs peuvent être intéressants, effectivement, hein. Là, il faut quand même qu'on ait des symptômes qui nous mettent sur la voie. Pour la névralgie pudendale, pour le coup, on a les critères de Nantes, hein, des copains nantais qui ont très bien fait ça. Mais on a d'autres névralgies, hein, au niveau pelvio-périnéal. Donc là, il faut qu'on ait des symptômes qui nous orientent. D'où l'importance de réexaminer les patients, hein, c'est très important. Je voulais juste rajouter une petite chose, c'est que vous avez très bien noté comment l'interrogatoire était en lui-même thérapeutique, et comment du coup nous, si on soulève la question, c'est déjà thérapeutique. C'est-à-dire que de pouvoir dire à la dame que ces symptômes sont peut-être inscrits dans un traumatisme antérieur qu'elle vous raconte est déjà thérapeutique. Merci de l'avoir souligné, parce que c'est vraiment un des credos de mon affaire. Merci, mais j'adhère tout à fait à cela. Janine, dernière question, commentaire. Ces commentaires, je voulais te dire que j'ai bien aimé ta réflexion sur la fibromyalgie. Vous avez une hypersensibilité nerveuse, mais vous n'avez pas de fibromyalgie. Je pense que c'est extrêmement important, parce que cette femme-là, justement, elle va aller sur Internet et elle aura déjà épluché tout ce qui concerne la fibromyalgie, et elle va se trouver des symptômes qu'elle n'avait pas jusque-là, et donc ça va exacerber la douleur et le cercle vicieux et tout ce que tu veux. Donc je crois que c'est très important de dire non, vous n'avez pas ci ou vous n'avez pas ça. Et la deuxième chose, j'ai adoré ton topo, parce que dans notre formation en sexo, finalement, on a la même approche. C'est comme si un petit peu la sexo, par exemple, traiter une dyspareunie, était la partie émergée de l'iceberg. Et voilà, la démarche dans les consultes que j'essaye de faire, c'est exactement la même que la tienne. Donc, merci. Merci, Janine.